Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Pourquoi et comment vieillir en forme ? C'est un peu les deux grandes questions auxquelles j'ai envie qu'on réponde ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'ai envie de vous expliquer pourquoi ça pourrait vous concerner, vous, chers auditeurs qui écoutez cet épisode, puisque le vieillissement, c'est peut-être pas encore d'actualité pour vous. Et pour autant, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on est plus ou moins tous concernés. La première déjà, c'est que nos comportements, nos habitudes, nos actions en fait d'aujourd'hui vont conditionner et vont influencer nos habitudes de vie, notre état de forme, notre état de santé futur. Donc je pense que c'est la première raison qui peut nous inciter à justement nous y intéresser. La deuxième raison, ce serait que je pense qu'on est tous directement ou indirectement concernés par le vieillissement. Alors, indirectement, parce que je pense que dans notre entourage, on a tous en tête des personnes qui sont plus âgées que nous. On a tous, ou on côtoie tous, on va dire à plus ou moins grande échelle et à fréquence plus ou moins élevée des personnes âgées dans notre entourage. Et je pense qu'on a un rôle à jouer auprès de ces générations plus âgées. On a un rôle à jouer au niveau de peut-être de la sensibilisation, les encourager, les motiver à pratiquer une activité physique, parce qu'un jour, et je l'espère, on se retrouvera à leur place et les générations futures seront là pour nous épauler aussi dans cette conquête de l'activité physique. Et puis, il y a quand même une troisième raison, c'est que si on n'est pas directement concerné maintenant, eh bien, on récupère quand même de manière différente quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Et ce qui veut dire qu'en fait, notre corps vieillit, il évolue d'année en année. Et donc, on est tous un peu, finalement, je dirais, le vieux de quelqu'un, sauf à la naissance, où là, on a personne qui peut nous battre à ce niveau. Et donc, on est tous, à un moment donné, concernés. Et pour répondre à ces deux grandes questions de pourquoi et comment, on va dire, vieillir en forme, j'ai voulu faire appel à Baptiste Fournier, qui est chercheur en sciences du sport et en oncogériatrie. Et avant d'aller vraiment, on va dire, dresser un portrait très précis de ce que tu fais, tu vas voir que je vais te poser une première question qui va petit à petit t'amener sur une présentation un peu plus poussée sur ton travail, parce que j'aimerais que tu nous apportes aujourd'hui un éclairage d'une part scientifique et un éclairage un petit peu plus lié au terrain, lié à tes projets, à tes expériences personnelles par rapport au vieillissement. Alors déjà, bienvenue à toi, merci d'être là aujourd'hui derrière le micro. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est toi Baptiste, quelle mission tu te donnes face au vieillissement ? C'est une vaste question. On attaque fort. On attaque fort. Quelle mission je me donne ? En fait, je t'en avais déjà parlé, mais l'idée pour moi de promouvoir l'activité physique auprès de cette population, c'est qu'on peut avoir un impact vraiment élevé. Évidemment, l'activité physique est bonne pour tout le monde, mais pour les personnes âgées, c'est vraiment central en fait. Le but du jeu, ça va être vraiment d'essayer de retarder autant que possible, on va dire, le déclin fonctionnel qui malheureusement a lieu au fur et à mesure des années. Et en fait, l'activité physique, c'est une arme ultra puissante pour retarder ce déclin fonctionnel sur des tas d'aspects, on y reviendra j'imagine, mais au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire pulmonaire, au niveau osseux, tu vois, dans quasiment tous les systèmes du corps humain, on peut avoir un impact grâce à l'activité physique et le vieillissement en fait a un impact sur ces différents systèmes. Donc tu vois, c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Et en plus, ce qui est particulièrement intéressant chez les plus âgés, c'est que
en général, je fais toujours des généralités, ils sont un petit peu moins en forme que les plus jeunes, et du coup, partant de plus bas, on peut les amener plus haut, plus facilement, entre guillemets. Plus haut par rapport à leur niveau de base, bien entendu. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi, et c'est un peu ça que je me dis comme mission, c'est si je peux essayer de prévenir voilà, ce déclin fonctionnel, j'en serais ravi. Donc c'est contribuer à, Voilà, c'est ça. à un C'est vieillissement ça. en santé, parce que c'est ça aussi qui est important, je pense, C'est ça, c'est exactement. vieillir en, Voilà, c'est en ça. étant Tout bien, dépend comment quoi. tu le vois. C'est vrai que tu peux le voir en prévention du déclin fonctionnel ou en promotion de la santé. Euh, Nous, on parle beaucoup de capacités fonctionnelles. Le déclin, c'est peut-être un peu dur. On peut plus dire voilà, les capacités fonctionnelles et on peut prévenir, on va dire, la diminution qui peut arriver au fur et à mesure du temps de ces capacités fonctionnelles. Et du coup, le but du jeu, voilà, c'est vraiment on va dire, d'aplanir la courbe, tu vois, de la rendre voilà, la plus plane possible autant que possible, jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans même, pourquoi pas, mais vraiment essayer voilà, de retarder cette diminution des capacités fonctionnelles autant que possible. Et du coup, moi, je mets en place voilà, des interventions beaucoup autour de la promotion d'activité physique, mais aussi autour de la prévention des chutes, pour essayer voilà, de limiter, tu vois, cette diminution des capacités des plus âgés. Donc, merci déjà de nous présenter, enfin de nous dresser un peu un tableau de ta vision du sujet. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on va rentrer un peu plus sur peut-être ton travail. Et en même temps, et je pense que ça va être intéressant peut-être de le préciser assez rapidement, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle justement de personnes âgées, à qui on fait référence. Et tu parles de capacité fonctionnelle, je pense que ça peut mériter aussi de préciser ça juste pour que tout le monde comprenne les choses de la même manière, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord. En fait, le vieillissement, tu vois, je l'ai déjà abordé plus en manière sous une optique de capacité fonctionnelle. Et ça, c'est un angle vraiment très, dans mon domaine, en tout cas en gériatrie, en oncogériatrie, c'est celui qu'on privilégie. Mais on entend beaucoup, on doit quand même parler de l'âge chronologique, tu vois, 65 ans, 70 ans, 75 ans, qui sont toujours des repères intéressants. Mais tu vois, nous on se base assez peu sur l'âge chronologique. Tu vois, le fameux 65 ans et plus, c'est un marqueur assez intéressant, plus social, politique, tu vois, un passage à la retraite. Il est intéressant. Nous, on doit parfois le mettre dans nos critères d'inclusion dans les études. Mais en fait, en gériatrie, c'est surtout les capacités fonctionnelles sur lesquelles on mise, on va dire. En fait, plutôt catégorisé par groupe d'âge, par exemple 65, 75, 75, 85, 85 et plus. On va plutôt catégoriser par niveau de capacité fonctionnelle. Donc tu vois, on va avoir des personnes qu'on peut appeler robustes, en bonne condition physique, robustes ou fit. Parfois les médecins disent ça. Et tu vois, ça, c'est des personnes âgées qui ont vraiment des bonnes capacités fonctionnelles, qui peuvent faire encore les activités qu'ils faisaient plus jeunes, des activités avancées, tu vois, voyager, voilà, des trucs qui demandent un petit peu plus, tu vois, de capacité à la fois physique, cognitive, etc. Ensuite, tu as le deuxième groupe, on va dire, c'est les patients plus frêles, en fait, qui face à un stress, par exemple une chute, qui peut être un stress au sens large, une maladie malheureusement comme un cancer, donc moi c'est mon domaine, vont devoir, on va dire, s'adapter à ce stress, et ça peut être plus compliqué pour cette catégorie de personnes-là, des personnes frêles, et ils peuvent malheureusement parfois passer dans le troisième groupe, qui est le groupe des personnes dépendantes. En fait, les personnes dépendantes, on peut les imaginer pour faire des images plus simples, mais c'est des personnes qui sont souvent en EHPAD. Hein, c'est le D d'EHPAD, c'est dépendant. Voilà, c'est des personnes qui sont en EHPAD, où là, on va être vraiment plus sur un maintien des capacités. Ils sont plus déconditionnés. Ils peuvent faire, tu vois, les activités vraiment de base de la vie quotidienne, mais plus trop les activités qu'on appelle utilitaires de la vie quotidienne ou les activités avancées de la vie quotidienne. Et du coup, ce qu'on veut éviter avec ces personnes frêles, c'est vraiment ce passage potentiel vers la perte d'autonomie. Et en fait, on peut le prévenir, vraiment ce cœur ce groupe-là, on n'oublie personne, mais ce groupe-là est particulièrement intéressant parce qu'avec des mesures de prévention, on peut vraiment éviter le passage vers la perte d'autonomie. Pour les personnes en bonne condition physique ou robustes, le but du jeu, c'est de leur maintenir vraiment cette condition physique le plus longtemps possible. Pour les personnes frêles, c'est vraiment d'éviter
le passage vers la perte d'autonomie. Et pour les personnes qui sont dépendantes, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment essayer de maintenir autant que possible les capacités fonctionnelles de base. Tu vois, au moins peut-être se lever, tu vois, se lever de sa chaise, pouvoir faire sa toilette autant que possible, un petit peu, tu vois, à minima, tu vois, faire des choses un peu vraiment de base qui se passent souvent à la maison, tu vois. Autant que possible, quoi, tu vois, pas à la maison. J'entends là, les dépendantes, ils sont plus trop à la maison, mais tu vois, ils ont vraiment besoin d'aide d'une personne extérieure. Voilà, c'est ça. Ils ont vraiment besoin d'aide pour faire les activités physiques vraiment du quotidien. Parfois, ils restent chez eux, mais parfois, ils sont placés, tu vois, dans des EHPAD, des établissements comme ça. Donc, tu vois, nous, c'est vraiment intéressant. On va vraiment se baser sur ces catégories. Et là, c'est très schématique encore. Hein. Évidemment, j'ai fait 3 groupes, mais il pourrait y en avoir plus. Des fois, on a des pré-fragiles, tu vois. Bon, bref, sans rentrer dans le détail, mais tu vois qu'il y a ces 3 groupes, les personnes robustes, les personnes frêles, les personnes dépendantes. On peut, tu vois, faire des actions vraiment différentes en fonction de ces groupes-là, avoir des objectifs différents. Et l'âge, tu vois, finalement assez peu d'impact, plus trop de sens, parce que tu vois, on connaît tous quelqu'un qui a 85 ans, qui est dans la première catégorie, il est en bonne condition physique, tu vois, et, il arrive, tu vois, à faire toutes ses activités, même les plus avancées, et malheureusement, il y a des personnes de 85 ans qui sont dépendantes. Tu vois, donc l'âge, tu vois, il est faussé en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas le plus important. Tout à fait. Et tu vois, même maintenant, tu vois, en gériatrie, mes collègues gériatres, etc., le fameux 65 ans, il a plus trop de sens maintenant. Il s'occupe des plus de 75 ans, plus de 80 ans, parce que déjà, il y a beaucoup de monde maintenant, il y a de plus en plus de personnes âgées. À accompagner, et du coup et il y a plus, voilà, entre 65 75 ans, il y a un peu moins d'enjeux que tu vois sur des âges plus élevés où là il y a des enjeux de comorbidité, beaucoup plus de chutes, beaucoup plus de, tu vois, d'altérations fonctionnelles, etc. Donc tu vois, moi je trouve ça vachement important, et juste en deuxième point là-dessus, ce qui est vraiment important, donc je catégorise, je théorise un petit peu, mais il y a vraiment une hétérogénéité chez les personnes âgées qui est vraiment à prendre en compte. Et du coup, tout ce que je vais dire dans ce podcast-là est un peu général, presque un peu théorique, mais on est obligé un peu de mettre des généralités, sinon on s'en sort pas tellement. Voilà, chaque individu a ses caractéristiques, et d'autant plus chez les personnes âgées où il y a vraiment une hétérogénéité majeure, quoi, entre chaque personne. Ouais. Mais c'est important, je pense, de le dire, ça, parce que effectivement, je regardais un peu des chiffres sur la population de manière générale, et j'ai vu qu'il y a quand même une personne sur 5 qui a plus de 65 ans, une personne sur peut-être 10 qui a plus de 75 ans, et ainsi de suite. Mais au final, dans le fond, ce chiffre, bien sûr, c'est intéressant de voir qu'on avance en âge et on vieillit de plus en plus... On meurt de plus en plus vieux aussi. Mais je trouve que ce qui est le plus important là-dedans, c'est quand même de savoir à quel point les gens sont en forme. Tout à fait. Ou en bonne santé. Ouais. Et c'est vrai qu'on vieillit de plus en plus et en bonne santé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que la population vieillit beaucoup et que la santé, on va dire, s'améliore aussi par rapport à toutes les avancées. Sur le plan des capacités fonctionnelles, c'est peut-être encore différent. Là, je parle plus au niveau des pathologies, des maladies, etc. En fait, alors moi, de ce que je connais, c'est que l'espérance de vie est vraiment très bonne en France, etc. Mais on commence à tendre vers une limite de l'espérance de vie en bonne santé, en fait. Dans le sens où tu vois, comme je te disais, les personnes vivent très vieux en France, plus de 80 ans, etc. etc. L'espérance de vie est très élevée, notamment chez les femmes. Mais l'espérance de vie commence un peu à bloquer. En bonne santé, pardon. L'espérance de vie en bonne santé commence un petit peu, on arrive un petit peu au bout, et en fait, parce qu'après, c'est vraiment la partie médicale qui prend le dessus et qui arrive à maintenir les gens. Qui alimente, on traite de mieux en mieux, tu vois. Par exemple, pour les cancers, on a maintenant des espérances de vie très bonnes. La plupart du temps, tu vois, même chez les plus âgés, on a des bons succès, quoi, tu vois, des thérapeutiques médicamenteuses. Après,
c'est plus les aspects, moi, qui m'intéressent, c'est plus les aspects prévention, etc. Donc, prévention au sens large, hein, prévention primaire, prévention secondaire, tertiaire, etc. Là où il y a beaucoup de choses à faire encore, tu vois, pour essayer de maintenir. Donc, c'est vrai qu'on peut maintenir les gens, tu vois, dans une certaine santé, mais ce qu'on veut, c'est essayer de les maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, quoi, tu vois, et de maintenir ces fameuses capacités fonctionnelles le plus longtemps possible. Pourquoi, en fait, comment dire, l'activité physique, ça peut avoir sa place à ce niveau? Je pose cette question qui peut paraître un peu bête, comme ça, mais moi, j'ai en tête, pour avoir aussi côtoyé beaucoup de patients, j'ai en tête des personnes qui se disaient vraiment, bah, de toute façon, à mon âge, je peux plus rien faire, tu vois. Enfin, c'était avant qu'il fallait que je m'en préoccupe. Il y a quand même ce discours un peu flottant là, sur certaines générations où un peu le mal est fait, tu vois. Alors, heureusement que non, sinon je ne ferais pas ce métier. En fait, c'est presque tout le contraire, en fait. On peut limite, tu vois, des fois, on peut limite, tu vois, on peut entendre que, tu vois, pendant la vie, on va dire, adulte d'âge moyen, tu vois, 30, 40 ans, 50 ans, ou avec voilà, toutes les contraintes peut-être du travail, potentiellement de la famille, etc., on peut entendre que ça peut être peut-être potentiellement plus compliqué et qu'on peut avoir eu voilà, des vagues plus ou moins basses sur son niveau d'activité physique. Mais vraiment sur les personnes... Quand on entre dans un âge un petit peu plus avancé, en fait, c'est presque là qu'il faudrait mettre le plus le paquet, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu peux avoir vraiment En fait, ça peut... je ne vais pas faire des discours trop... mais ça peut te changer ta vie, quoi. Tu vois, dans le sens où si tu maintiens tes capacités fonctionnelles, et notamment largement par une activité physique régulière, ça peut... tu peux vraiment basculer, tu vois, dans différentes catégories que je présentais, tu vois, différemment. Inverser la tendance, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. Tu commences à décliner, puis en fait, tu peux rattraper. Tu peux rattraper. Après, c'est vrai, comme je te disais, quand tu arrives, malheureusement, sur des personnes plus dépendantes, parfois c'est un peu triste, on essaie de pas trop le dire, mais c'est plus compliqué, tu vois, de remonter sur des états plus... Tu vas stabiliser. Voilà, tu vas stabiliser, mais c'est plus compliqué parce que quand tu es dépendant, voilà, ça veut dire que tu as vraiment des capacités vraiment amoindries, tu as sûrement des comorbidités importantes, et là, ça demande une adaptation majeure, tu vois, d'où l'intérêt de l'activité physique adaptée. Je dis pas qu'on peut plus rien faire, on peut faire des choses, mais ça va être plus compliqué que quand tu es sur une catégorie on va dire supérieure, fragile, etc., où tu peux encore t'adapter à ces stress-là grâce à des mesures de prévention dont l'activité physique. Donc c'est pour ça que moi je trouve au contraire, alors le mieux évidemment c'est de jamais s'arrêter à faire une activité physique régulière, ça c'est sûr, mais vraiment quand on arrive sur des âges avancés, c'est là qu'on devrait se dire que c'est vraiment primordial, quoi. Il n'y a pas vraiment à tergiverser à ce niveau-là, quoi. Tu vois. Et imaginons que tu es une personne de, allez, on va dire 70 ans en face de toi, et qui ne comprennent pas encore le réel intérêt et à quel point ça peut changer sa vie, tu sais. Ouais. Comment tu lui expliquerais de la manière, tu vois, la plus simple possible, comment est-ce que tu lui expliquerais ou comment est-ce que tu lui vendrais l'intérêt, tu vois, de s'y mettre? En fait, le gros intérêt de... c'est pas toi que je vais tu vas aller dans mon sens. C'est la personne de 70 ans. À 70 ans. Mais en fait, l'idée, c'est montrer que c'est que pratiquer une activité physique régulière va avoir un impact sur des tas de dimensions que ce soit, donc, par exemple, j'en parlais peu, tu vois, si on regarde juste un petit peu j'aime pas trop parler de bénéfices, parce que c'est pas forcément le discours qui marche le mieux, mais potentiellement, tu vois, quand on avance en âge, on peut se dire que ça peut être intéressant, tu vois, de maintenir, tu vois, sa masse musculaire, maintenir ses capacités cardiovasculaires, maintenir ses fonctions cognitives, être mieux psychologiquement, au niveau social aussi, ça va jouer aussi, ça peut prévenir des maladies chroniques, ça peut mieux aussi, tu peux mieux vivre avec tes maladies chroniques aussi. Donc tu as déjà un aspect bénéfice très large. Et après, moi, c'est pour ça que j'aime bien le fonctionnel, c'est de partir sur le fait que en fait, tu vas pouvoir essayer de maintenir tes activités que tu fais en ce moment. Tu vas pouvoir les conserver longtemps. Et par exemple, imaginons, par exemple, j'aime bien le côté, tu vois, pour les personnes âgées, le côté social est vachement, tu sais, il y a un gros enjeu d'isolement social chez les plus âgés. Et du coup, on peut imaginer, tu vois, on parle souvent des bénéfices sociaux de l'activité physique. Donc, ça peut être juste de dire, bon, bah, je fais de l'activité physique avec quelqu'un.
c'est un bénéfice social, tu fais de l'activité physique avec quelqu'un ou en groupe, etc. Mais aussi, on y pense peut-être moins, faire de l'activité physique qui va te permettre de maintenir tes capacités fonctionnelles, ça va te permettre aussi de vivre en société de manière beaucoup plus aisée. Tu vas pouvoir aller faire tes courses à pied, par exemple, tu vois. Si tu as, je sais pas, 500 mètres à faire à pied, tu vas pouvoir voir des gens, tu vas faire tes courses, voir des gens, voir la caissière, etc. Tu vas pouvoir prendre par exemple, s'il n'y a pas d'ascenseur, tu vas pouvoir quand même faire quelques escaliers encore et peut-être aller voir une amie qui est en étage élevé et qui a pas d'ascenseur. En fait, donc ça joue au niveau social, on va dire, de la pratique si tu fais avec quelqu'un, mais ça joue au niveau social, on va dire, au sens large. Société presque. Dire, tu vois. Donc tu vis encore, tu vois, en société. Tu restes à l'aise. Tu restes à l'aise dans la société. Tu peux faire encore plein de choses que tu faisais par le passé. Et du coup, c'est majeur, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que l'activité physique est encore vraiment majeure, encore plus pour cette population. Et c'est pour ça que je m'y intéresse en particulier, parce que ça peut changer ton quotidien, tu vois. Je dis pas que c'est une personne plus jeune, tu vois, ça va pas te changer ton quotidien, mais dans la grande majorité du temps, tu peux faire les activités avancées, tu vois, t'as pas de limitation forcément. Tu trouves toujours un moyen normalement, de t'adapter. Voilà, où tu as une condition physique de base, on va dire, qui te permet. Mais avec l'avancée en âge, si tu maintiens pas ta condition physique, à minima, ça va être plus compliqué, tu vois, de faire des activités, beaucoup plus légères, tu vois, des activités qu'on appelle utilitaires, faire ses courses, tu vois, ou même aller promener, je sais pas, tes petits-enfants dans le parc, tu vois, des choses comme ça, et qui sont majeures, quoi, tu vois, dans ton quotidien, pour certains, en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime bien cet angle capacité fonctionnelle, parce que c'est du quotidien, quoi, tu vois, c'est très parlant. C'est très parlant, voilà, concret, c'est ça. Plutôt que parler forcément des bénéfices, tu vois, où on a peut-être un peu du mal à se projeter, tu vois, pour te dire que voilà, tu vas maintenir tes fonctions cognitives, ton attention, ta mémorisation, c'est peut-être un peu plus dur, tu vois, à se projeter là-dessus. À le palper un peu, puis à le palper, ou même à prévenir des maladies, tu vois, à prévenir un cancer à 15%, 20%, tu vois, c'est un peu plus compliqué que quand il y a une application vraiment pratico-pratique, tu vois, à notre quotidien. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant chez les plus âgés de faire de l'activité physique. Bah là, moi, je trouve que ça parle bien, quoi, tu vois. Ça me fait penser, en même temps que tu parlais, ça m'a ramené à 2 personnes avec qui j'ai eu cette conversation, donc 2 personnes âgées, de l'intérêt un peu de continuer de pratiquer. La première, c'était avec ma tante qui un jour m'a dit, oui, mais si je continue de faire ce que je sais faire, eh bien, je pourrais encore continuer à le faire de plus en plus longtemps, tu vois. Tout à fait. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais, de continuer de faire ce qu'on est capable de faire les choses de la vie de tous les jours. Donc ça, et puis c'était vraiment chouette de l'entendre de la part de quelqu'un qui est purement concerné par le sujet. Et la deuxième chose, c'est un patient qui m'a dit une fois, bah oui, mais qui avait du mal. C'était un patient qui était pas toujours très actif, mais qui se rendait compte à quel point ça pouvait être intéressant pour lui. Et il m'avait dit, mais c'est vrai que si je me mets à marcher un peu plus, faire plus d'activité physique, eh bien, peut-être que je lirai. Donc là, il a tout de suite fait un transfert sur ses activités qu'il avait déjà. Peut-être que je lirai des choses un peu plus positives, plus optimistes. Exactement. Et si je me tourne vers des lectures un peu plus, on va dire riches au niveau du côté positif, là, je veux dire, peut-être que ça me permettra d'avoir un meilleur moral. Et si j'ai un meilleur moral, peut-être que je participerai à d'autres activités avec d'autres gens. Enfin, il avait vraiment poussé le truc super loin. Et c'est en ça que vous qui écoutez, même si vous n'êtes peut-être pas concerné directement, c'est peut-être vers ça que vous pouvez amener les personnes qui vous entourent à réfléchir un peu à tout ce qui se cache derrière et toutes les conséquences, mais vraiment pratico-pratique, comme tu viens de le dire, parce que c'est ce qui donnera envie aux gens de s'y mettre. Et c'est pas effectivement de se dire, si je pratique comme ça ou si je bouge maintenant, j'aurai pas de cancer plus tard. Ça, effectivement, c'est tellement dur en fait de savoir. Bien sûr qu'il faut l'avoir en tête, que ça nourrit, mais ça va pas nous motiver suffisamment, je pense, pour passer à l'action. Donc j'aime bien tes 2 exemples assez concrets. Et donc, si on en revient, du coup, si on essaye d'être vraiment dans le côté pratique, alors il y a d'une part ce qui est recommandé, et il y a d'autre part la réalité, tu vois. Peut-être que tu pourrais déjà expliquer un peu dans la littérature scientifique ce qui est demandé ou recommandé à ce niveau, au niveau de l'activité physique. Et après, je sais qu'on en avait déjà parlé un petit peu ensemble de ta manière de voir ces recommandations et de comment est-ce que toi tu les utilises dans tes différents travaux et tes différents projets. Ouais, alors c'est une bonne question en fait.
les recommandations, je pense qu'il y a Rodolphe qui en a déjà parlé, mais les recommandations pour les personnes âgées, on va dire au sens large, ça rejoint celle de la population en général adulte. Oui, on en parle, on en parle dans l'épisode numéro 4, Oui. si jamais vous voulez revenir dessus, sur les grandes Ouais, recommandations. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va tendre vers les mêmes recommandations, à savoir, tu vois, notre fameux 150 minutes d'activité physique, d'endurance ou aérobie, voilà, où tu maintiens dans le temps, d'intensité moyenne à élevée quand même, à noter, qu'il faut essayer de caler ça dans sa semaine. Ensuite, tu as le renforcement musculaire, qui est là, on pourra peut-être en reparler aussi, qui est majeur pour les personnes âgées. Donc 2 fois par semaine sont les recommandations actuellement, au moins 2 fois par semaine. Et s'ajoute à cela, par rapport aux moins âgés, on va dire, c'est le travail de l'équilibre aussi. Aux moins âgés, tu veux dire Aux plus âgés. Les plus âgés doivent rajouter au moins 3 fois par semaine des exercices d'équilibre pour l'enjeu de prévention des chutes qu'on connaît. Donc ça, c'est les recommandations globales. Et évidemment, en parallèle, c'est aussi limiter les temps de sédentarité. C'est comme tu joues sur les 2 tableaux, l'activité physique et la sédentarité. Donc ça, c'est les recommandations. En fait, quand on les regarde comme ça, on peut se dire ça fait pas mal d'activité physique à essayer de caler dans sa semaine. C'est assez rigide, c'est assez rigide. Donc, en fait, l'idée... Et en fait, moi, je réfléchissais à ça et j'ai vu ça dans un livre là, de Frédéric Chorin qui est vraiment intéressant sur l'activité physique et on va dire vieillissement. Et il avait mis un tableau pour chaque jour ce qu'on pouvait caler pour tendre vers les recommandations, tu vois. Et donc des équivalences voilà, un peu en fait, de dire, voilà, je fais 30 minutes de marche lundi, je fais 30 minutes de marche. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'on visualisait que finalement, par exemple, 30 minutes de marche, si tu enlèves à peu près les 8 heures de sommeil, si tu dors 8 heures, c'est déjà bien, 8 heures de sommeil, c'est 3% de ton temps éveillé, 30 minutes de marche, c'est restant. Okay. 3%, quoi, tu vois. Et notamment si tu es moi, c'est plus des retraités, évidemment, à plus de 65 ans. En général, normalement, tu peux caler ça, 3% dans ta journée, tu peux les caler. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer déjà de les répartir dans la semaine, tu vois. Essayer de trouver des activités qui nous plaisent aussi ça c'est vraiment majeur, hein, évidemment on va adhérer beaucoup plus quand c'est des activités physiques qui nous plaisent plutôt que d'autres, donc des activités de groupe pour certains, il y en a ils aiment pas, ils vont faire plus par eux-mêmes ou juste avec une personne, avec son voisin, etc. Donc le but c'est vraiment d'essayer de caler ça dans sa semaine et déjà ça paraît moins tu vois, ça fait moins, parce que quand on regarde 150 minutes par semaine ça paraît beaucoup, finalement quand tu le cales dans la semaine c'est pas réparti, ça le fait. 2 fois par semaine du renforcement musculaire, ça peut paraître beaucoup, mais pareil, quand tu le répartis, ça le fait. Et tu peux aussi, bien sûr, faire des séances qui combinent des exercices de renforcement musculaire avec des exercices d'équilibre. Tu vois, au moins, tu cales ta séance, tu vois, avec les deux. Donc, en fait, c'est ça. Le but du jeu, c'est de le voir plus d'un niveau plus large, quoi, tu vois. Plus élargi. Voilà, plus élargi que dans un calendrier, tu vois, que ça fasse un peu moins peur, entre guillemets, parce que souvent, quand je les présente, parce qu'on est un peu obligé, dans des conférences que je fais, grand public, on les présente, tu vois, pour qu'il y ait des repères. C'est intéressant quand même d'avoir des repères. Et ces repères, ils sont pas... c'est vraiment sous-tendu par des études scientifiques. Hein. C'est pas, ils n'ont pas dit 150 minutes par hasard. Voilà, c'est parce que il y a eu des tas d'études qui ont montré qu'à ces niveaux-là de pratique d'activité physique, tu as vraiment des bénéfices importants sur ta santé. Et juste pour aussi on va mettre un petit... comment dire, tu peux avoir des bénéfices sur ta santé bien en deçà des recommandations aussi. En fait, on va dire que c'est une sorte d'un peu d'idéal. Évidemment, tu peux le dépasser, mais on va dire faut viser ça pour les personnes âgées au sens large. Il faut essayer de tendre vers ça. Évidemment, ces recommandations, elles s'adaptent, comme je te disais, pour des personnes dépendantes. Ça va être très compliqué de faire des 150 minutes d'activité physique, d'endurance par semaine, tu vois, parce qu'elles ne sont peut-être pas en capacité de faire tu vois, 50 mètres de marche ou 100 mètres de marche. Donc là, on va vraiment adapter. On va miser à fond sur le renforcement musculaire, sur la souplesse, la mobilité, etc. Donc on adapte nos recommandations, évidemment. Mais là, c'est des recommandations générales qui sont données. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut les voir d'un niveau un peu macro. Après, nous, on les adapte. C'est le but de l'activité physique adaptée, c'est d'adapter tout ça au quotidien de la personne et à la réalité, tu vois, des capacités fonctionnelles de chacun, quoi, tu vois. Et avant qu'on parle plus de l'aspect renforcement musculaire, il y a un truc qui m'est venu en tête et je me suis dit que toi qui côtoies beaucoup de personnes âgées, en tout cas qui baignent dans cet environnement-là,
je me dis quand même, les générations qui sont plus anciennes que la nôtre étaient beaucoup plus actives que nous, en fait, par le passé. C'est des gens qui étaient moins sur l'ordi, c'est des gens qui étaient moins sédentaires par leur travail, qui avaient une vie logiquement un peu plus active que la nôtre, de base. Et au final, quand je t'entendais me dire, bah oui, mais quand je parle des 150 minutes, alors je sais, c'est vrai que grand public, ça peut concerner tout un tas de gens, et pas forcément des personnes âgées, mais quand on parle justement à des personnes qui ont eu une vie relativement active, est-ce que ça leur fait le même effet de se dire, waouh, c'est tout ça qu'il faut faire, tu vois? Ou est-ce qu'elles ont, pour elles, c'est, bah oui, mais c'est facile, quoi, je l'ai toujours fait. Ce serait difficile de te dire voilà, que j'ai eu forcément des exemples comme ça de personnes qui m'ont dit que c'était facile. J'ai rarement ça. Après, c'est dans des conférences, etc. Donc, moi, je suis chercheur, donc je suis un peu moins sur le terrain, tu vois, en face à face avec des personnes qui pourraient me dire ça, malheureusement. Mais du coup, j'ai plus une vision un peu plus globale, tu vois, avec des groupes de personnes. Moi, c'est plutôt, en tout cas, le message qu'on me dit ou que je ressens, c'est plutôt que ça paraît beaucoup, tu vois. Mais d'où l'importance aussi de resituer l'activité physique dans des contextes différents, quoi, tu vois. Alors pour les personnes de ma catégorie d'âge, en tout cas les plus de 65 ans, c'est vrai que le travail, il a moins sa place. Et, il l'avait auparavant, et c'est vrai qu'ils avaient des métiers plus actifs auparavant. Donc moi, j'ai fait quand même même récemment, des bilans, etc. Je vois encore des personnes de 75, 80 ans qui ont des forces encore incroyables, tu vois, qui ont des forces de préhension vraiment très importantes et qui ont eu un travail physique, etc., qui ont réussi à maintenir, tu vois, grâce à leur travail, une force vraiment importante. Et c'est pour ça que c'est aussi important c'est pour ça que le métier, moi, est moins un facteur, tu vois, où je vais pouvoir jouer parce que normalement, ils sont plus au travail, mais quand même de situer dans différents contextes, tu vois. Notre activité physique, ça, c'est les recommandations aussi, je reviens un peu là-dessus, mais on peut avoir des activités physiques, tu vois, de loisirs, etc. On peut avoir des activités physiques de déplacement, on peut avoir des activités physiques domestiques, etc. Tout compte, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu moins ce discours sur le métier, quoi, tu vois, parce que je les vois un peu après, quoi. Je pense de métier, mais même pas qu'au métier, parce que je pense souvent à, tu vois, des personnes de ma famille ou même mes parents qui me diraient, ben, nous déjà, quand on était plus jeunes, on était beaucoup plus actifs que les générations de maintenant. Ben, j'ai l'impression qu'ils avaient une culture différente de l'activité physique que celle qu'on peut avoir nous maintenant, même si elle tend à évoluer un peu. Et je me demandais à quel point cette culture-là, dans laquelle ils ont baigné naturellement avec la société, elle pouvait avoir une influence sur leur facilité ou non à se mettre dans l'activité physique, tu vois. Il y a quand même, moi je trouve quand même ça c'est mon avis, hein, je connais pas trop, ça c'est plus au niveau sociologique, qu'il faudrait se renseigner, mais tu vois, ce passage d'un métier actif, tu vois, vraiment, où tu bouges beaucoup, et le passage après à la retraite, je suis pas sûr, en tout cas, qu'il y ait vraiment un transfert qui se fasse si facilement entre un métier actif où là, c'est entre guillemets, tu es contraint par ce métier de bouger. Et après, des activités physiques que tu dois trouver différentes, tu vois, de loisirs ou de déplacements, etc. Je suis pas sûr que le transfert se fasse si facilement. On évolue, c'est vrai aussi avec la société. Ouais, donc, c'est ça. Final, c'est ça, exactement. Donc je suis pas sûr que ce soit si aisé de faire ce transfert pour les personnes âgées. Et souvent, il faut trouver d'autres moyens. Du coup, comme il n'y a plus le métier potentiellement qui a permis de maintenir une condition physique, etc. Il faut trouver des moyens dans ses loisirs, etc. Et ça peut être aussi un beau défi. Et peut-être, tu vois, même en y réfléchissant, est-ce que c'est pas plus un défi que des plus jeunes qui vont d'emblée avoir trouvé d'autres solutions que le métier qui est sédentaire, qui ont peut-être trouvé d'autres solutions et qui, à la retraite, vont peut-être poursuivre ce qu'ils ont fait par le passé. C'est vrai, Donc que je sais pas. Il y avait peut-être moins aussi la culture d'aller s'inscrire dans un club. Voilà, c'est ça. En tout cas, pas très très jeune, parce que je pense que ça fait longtemps que les clubs de foot ça existe, par exemple. Mais c'est vrai qu'autour de 30-40 ans, il y a peut-être moins cette... Après, ça se change très très vite. Donc tu vois, même là, on parle déjà, tu vois, des... Ouais, c'est vrai que la société change très très vite. Donc là, on est plus sur des personnes peut-être de 80, 85 ans, etc., qui n'ont peut-être pas connu, tu vois, autant que ça, cette manière de faire de l'activité physique maintenant. Mais c'est vrai que ça change très 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 vite. Quoi. Maintenant, les baby boomers, c'est 70, 75 ans, etc. Donc ça commence à être un peu plus âgé.
Donc voilà, donc c'est... C'était une parenthèse, je trouvais Ouais, intéressante. non, en c'est fait, intéressant, et tu vois, ça me fait même questionner, réfléchir, et du coup, ça sera peut-être même plus aisé pour les plus jeunes de poursuivre leurs activités physiques qu'ils ont réussi à faire hors du travail, tu vois, parce qu'ils ne Ouais. l'auront plus à la retraite, et du coup, bah, ils auront peut-être déjà acquis certaines habitudes, même si les tendances, honnêtement, sont pas très bonnes. Il y a quand même, voilà... Il y a quand même une éducation qui se Ouais, fait, même ouais, si voilà, c'est ça. effectivement le temps Mais passé assis est très c'est élevé. ça, c'est ça. Le souci, c'est que maintenant, si dans l'âge adulte, on en parlait, hein, c'est vrai que c'est clé de faire de l'activité physique quand tu es âgé, mais si dans l'âge moyen, on va dire, tu as accumulé pas mal voilà, de, comment dire, tu as moins fait d'activité physique, etc., va falloir un peu rattraper et ça peut être plus compliqué, tu vois, entre guillemets. Là, je fais vraiment de la théorie, quoi, tu vois, mais c'est pour ça que c'est quand même vachement important de conserver tout au long de sa vie, tu vois, une activité si régulière. Et Parce de s'y qu'après, si tu préparer. as, voilà, Ouais. si t'as déjà eu des difficultés physiques, tu vois, dès l'âge un peu moyen, bah, ça peut être plus compliqué, tu vois, à l'âge adulte, à l'âge plus senior, tu vois, de poursuivre ces activités physiques. Donc, voilà. Tout l'intérêt d'anticiper un petit Voilà, peu d'anticiper, autant que bah, c'est ça la possible. prévention, C'est voilà, ça. c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment Tout à le fait. cœur, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment de prévenir autant que possible, tu vois, toutes ces altérations qui peuvent arriver avec le vieillissement, et après être plus en capacité aussi de gérer des stress, comme je disais, tu vois, des chutes, malheureusement des cancers, des choses comme ça, Mhm. qui peuvent subvenir. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, quoi, tu vois. Et si on revient un petit peu aux recommandations, donc Mm, moi ça m'avait particulièrement marqué la dernière fois, on avait échangé là-dessus sur le sujet, où tu mm, m'avais dit mais finalement on encourage énormément les gens par exemple à faire de la marche et à faire des mm, activités qui sont plutôt on va dire cardio ou à ouais. tendance Mm, d'endurance mm, mm, cardio-respiratoire, donc avec un peu d'essoufflement, etc. ouais. Mais en fait, il y a quand même une autre tendance qui est en train de peut-être sortir davantage dans la littérature scientifique, qui est de Mm, miser beaucoup sur le renforcement musculaire, parce mm, qu'effectivement, si tu n'as pas la musculature suffisante voilà. pour marcher Ouais. ou pour grimper les escaliers, eh bien, tu vas pas pouvoir le faire, en fait. Et j'avais bien Ouais. aimé ce que tu m'avais Mhm. dit là-dessus, et j'aimerais bien que tu en dises peut-être un peu plus sur le sujet. Ouais. Ouais, bah, sur le système musculaire, c'est vraiment pareil, c'est des théories, mais en fait, on perd toujours très théoriquement, on perd rapidement quand même la masse musculaire en vieillissant. Dès 30-40 ans, on a tendance à perdre la masse musculaire. C'est le vieillissement normal. Naturellement, on va dire. Naturellement, c'est Ouais. le vieillissement normal. Tu perds de la masse musculaire, évidemment, pas ceux qui s'entraînent, etc. Voilà, entre-temps, mais normalement, voilà, tu perds de la masse musculaire dès 30-40 ans. Et après, il y a vraiment, voilà, ça décline, ça décline, ça décline. Et bon, ça c'est pareil, selon les profils, tu vas perdre entre 30 à 50-60% de ta masse musculaire entre 40 ans et 80 ans. Donc tu vois, c'est majeur, quoi. Tu perds quasiment la moitié de tes muscles, pour faire simple, de 40 à 80 ans. Donc si ça va être beaucoup plus compliqué, on peut l'imaginer, sans une masse musculaire, tu vois, significative pour faire tes activités physiques du quotidien. Et comme tu disais, tu vois, si, notamment là je parle vraiment des plus âgés, si tu n'arrives pas à maintenir une certaine capacité musculaire, pour marcher, tu vois, tout simplement, ça va être vraiment plus compliqué. Voilà, pour monter les escaliers, ça va être plus compliqué. Donc en fait, il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, essayer de maintenir quand même ta capacité aérobie qui va te permettre de faire des activités physiques, tu vois, du quotidien, et essayer de maintenir ta masse musculaire aussi en parallèle, quoi. Tu vois, en fait, les deux vont, tu vois, tu fais jamais vraiment jamais l'un sans l'autre, mais tu vois, il faut essayer de vraiment jouer sur les deux tableaux. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup la recommandation de marcher 30 minutes tous les jours, ça, ou voilà, 150 minutes chaque semaine. Moi, je trouve qu'elle cache un peu cet aspect musculaire, tu vois, qui est vachement important. Tu vois, quand tu Du moins, on perds, ne la met pas en voilà, on avant la met pas autant de en la avant, même quoi. Tu manière. vois, même là, on voit de plus en plus. Hein, tu vois, dans les articles scientifiques, on voit de plus en plus les recommandations, c'est les deux. On regarde le pourcentage de personnes qui atteignent la première recommandation, tu vois, les 150 minutes d'activité physique aérobie, et la deuxième recommandation des deux fois par semaine de renforcement musculaire. On le voit de plus en plus, et peut-être que ça va venir à force d'en parler, peut-être comme là, mais ça va peut-être venir de plus en plus, tu vois, dans les mœurs, qu'il faut essayer vraiment de jouer sur les deux tableaux pour maintenir ta capacité, on va dire, aérobie, et maintenir ton système musculaire, tu vois, voilà, parce qu'en fait, tu perds un peu sur les deux tableaux, quoi, tu vois. Oui, tout Euh, à fait. et du coup, Les deux sont un peu voilà, les deux sont liés. Ouais. sont quand même liés, et à un moment donné, voilà, le système musculaire, il va vraiment favoriser voilà, Mm. ta capacité aérobie. Et si tu peux plus, si t'as plus trop de masse musculaire, ça va être compliqué de faire des efforts, tu vois, d'endurance, quoi.
Et juste pour faire très simple, la capacité aérobie, on peut la définir comme la capacité respiratoire et cardiaque. Je le schématise Ouais, de c'est manière ça. très large. C'est ça. C'est pour juste comprendre que quand on parle de capacité musculaire, on Mm. sait que ça fait référence aux muscles. Quand on parle de capacité Voilà, c'est ça. aérobie, Voilà, pour ça fait schématiser un petit référence à peu. notre, Voilà, notre c'est ça. capacité à gérer des efforts plutôt d'endurance sur le Voilà, plan c'est ça. respiratoire et sur le plan cardiaque. C'est ça. Et alors maintenant, parce que je trouve quand même qu'effectivement, on met plus en avant, comme tu disais, tous les efforts plutôt qui favorisent la capacité aérobie, Mm. moins le côté musculaire. Mm. Mais c'est quand même lié au fait que c'est simple, entre guillemets, de sortir, de mettre les baskets, sortir marcher. Ouais. C'est parfois plus compliqué de faire du renforcement musculaire, surtout quand on n'en a jamais fait, qu'on a Ouais. très peu de connaissances là-dessus. Mm. Et comment est-ce que toi, tu essayes de favoriser ça, tu vois? Parce que de manière pratique, si on veut encourager les gens à le faire, Mm. il faut que ce soit simple, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, il y a un peu deux types de pratiques, tu vois. Tu peux avoir la pratique supervisée, qui peut être vraiment conseillée, tu vois, avec un enseignant en activité physique adaptée, tu vois, dans une structure, ou même si tu as la chance de faire venir quelqu'un chez toi, etc. Mais qui va vraiment te proposer un programme, tu vois, vraiment ciblé de renforcement musculaire, peut-être avec du matériel, etc., qui va être vraiment intéressant. Mais celui-là, il n'est pas à la portée de tout le monde, financièrement, ou même de volonté de vouloir faire ce type de programme. Mais tu as aussi la pratique par toi-même. Et en fait, là, c'est d'où l'importance de l'aspect fonctionnel. En fait, l'idée sur du renforcement musculaire, ça peut aussi être tout simplement de reproduire des mouvements du quotidien sous forme très cadrée, tu vois, avec des... on est Plus obligé de répétitions. voilà, des répétitions, une intensité, voilà, une fréquence dans le temps, etc. Voilà, tous les principes un peu d'entraînement. Et en fait, pour donner un exemple tout simple, nous, il y a un exercice qu'on fait, tu vois, par exemple, de se lever d'une chaise, de se rasseoir d'une chaise, c'est vraiment un mouvement du quotidien majeur, quoi, tu vois, si tu as de la difficulté à te lever d'une chaise, là, ça va commencer à être un peu plus compliqué dans ton quotidien, on imagine. Et du coup, ça peut être de mettre dans sa routine, je vais faire 30 levées de chaise, tu vois, je vais faire 30 levées de chaise, je le répète 2-3 fois, et ainsi de suite, tu vois, mais juste pour maintenir déjà cette capacité à se relever d'une chaise, et après tu peux faire d'autres exercices, en fait c'est vraiment de reproduire des mouvements du quotidien, pour le haut du corps par exemple, tu peux prendre c'est un peu tout bête, mais tu peux prendre des bouteilles d'eau et monter des bouteilles d'eau au-dessus de la tête, par exemple, tu vois, si tu es en capacité de le faire. Et ça peut reproduire un mouvement d'aller chercher quelque chose dans le placard, tu vois. À la fois, il faut une certaine souplesse, mais une certaine force aussi, qui va te permettre d'aller chercher quelque chose dans tes placards. Donc, tu vois, le but du jeu, ça peut être aussi, donc il existe des guides, aussi vous pouvez... Alors, il y a un peu de tout sur Internet, hein. L'idée, c'est de trouver des références, simples, voilà, des des livres références. simples. Il existe des références vraiment de bonne qualité où ils proposent, tu vois, même visuellement, on voit les exercices qu'on peut faire. Et souvent, c'est des exercices très fonctionnels. Se lever de s'asseoir d'une chaise, monter des bouteilles d'eau au-dessus de la tête, tu vois, ça peut être des choses comme ça de base. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire une routine dans son quotidien. Je répète, voilà, ma petite séquence d'assis debout, je répète ma petite séquence où je lève les bras au-dessus de la tête, je trouve, voilà, 3-4 exercices, et après, je les répète comme ça. L'idée, normalement, c'est d'essayer dans chaque programme d'entraînement, c'est d'augmenter un petit peu, tu vois, ou le nombre de répétitions, ou la charge avec les bouteilles d'eau, de les remplir un petit peu plus, hein. L'idée, c'est on peut essayer de tendre vers... voilà. Pour progresser, Pour quoi. progresser, Parce que, voilà, c'est comme on ça. disait tout à l'heure, la tendance, c'est on va dire, si on ne fait rien, Voilà. c'est de perdre en C'est ça. capacité. Donc si c'est on bien. n'arrive plus, par exemple, à s'asseoir, se lever d'une chaise, Mm. ou qu'on rencontre des difficultés, on peut un peu inverser cette tendance. Tout à fait. Et en C'est s'entraînant, ça, au début, peut-être on en peut le mettant faire, les voilà, mains, on les mains au début, on fait voilà, quelques sur les répétitions, genoux. ou sur les genoux, voilà. Et après, on peut augmenter, tu vois, au fur et à mesure du temps. Et après, on cède plus, on cède pas de la chaise. Après, on peut porter quelque chose en se levant de la chaise. Tu vois, le but du jeu, c'est de progresser. Mais je suis assez d'accord que c'est un peu moins évident le renforcement musculaire. Tu vois, quand on voit les 2 fois par semaine du renforcement musculaire, c'est un peu moins évident quand c'est pas supervisé. Mais tu vois, il y a avec des choses du quotidien comme ça. Et tu vois, une des manières de faire, moi, je trouve, pour l'activité physique, qu'elle soit aérobie ou musculaire, on va dire, de renforcement musculaire, c'est vraiment de l'insérer dans son quotidien, tu vois. Avoir une petite routine, par exemple, je vais faire une marche, si possible une marche rapide, ce sera bien beaucoup plus efficace qu'une marche lente.
Voilà, 30 minutes, je le cale dans ma semaine. J'ai ma routine de renforcement musculaire, je les cale dans ma semaine. Je peux rajouter des exercices d'équilibre, tu vois. On va peut-être y venir sur tout ce qui est prévention des chutes, etc. Mais tu vois, une routine toute simple aussi. Je me mets sur un pied quelques secondes. Après, je me mets sur un deux pieds. Je mets le pied l'un devant l'autre. En fait, tu peux créer ta petite routine. Tu vas répéter, essayer de la rendre un peu plus difficile au fur et à mesure du temps. Mais déjà, la faire, c'est mieux que rien, tu vois. Même si tu la maintiens, c'est déjà super, quoi, tu vois. Même si tu n'as pas forcément un objectif, c'est toujours mieux, hein, c'est ça l'entraînement, c'est d'essayer de progresser, d'augmenter on va dire un peu la charge. Mais si tu peux déjà la faire, c'est déjà mieux que rien en fait, tu vois. Tout à fait, ouais. Et si tu arrives à la caler dans ta routine, je sais pas, le matin tu aimes bien faire ça, tu vas prendre 30 minutes de routine de renforcement musculaire et d'équilibre. Après l'après-midi, je préfère aller faire ma marche dans le parc, je le fais, voilà. Si tu la cales dans tu vois, dans ton quotidien, que ça devient une routine, je pense que c'est une des manières de faire. Et après, si tu aimes mieux faire en groupe, bah, tu vas dans un groupe avec un ancien en activité physique adaptée qui fait un peu plus gym, tu vois. Il y en a souvent, c'est ça qui est chouette dans les groupes, c'est qu'ils vont un peu plus faire de renfo que de cardio, parce que le cardio, tu peux un peu plus le faire par toi-même, pour faire simple. Et ils vont un peu plus faire du renfo, des exercices d'équilibre, des exercices tu vois, de mobilité. Et c'est pour ça que ça peut être bien aussi des fois de rejoindre. Voilà, des fois, c'est juste de faire le premier pas. Hein. Si c'est aussi, je conseille des fois de juste faire le premier pas et de mettre un pied dans un groupe, parce que des fois, on a juste une appréhension du groupe. Mais en fait, ça peut être bien, parce que souvent, c'est une fois par semaine, des fois, c'est 2 fois par semaine, et du coup, bah, c'est bien. On a nos 2 fois par semaine ou une fois par semaine déjà, qui est calé, quoi. Oui, voilà, tu vois parce que la routine correspondra à certains, moins voilà, à c'est d'autres. ça. Ouais. Et puis après aussi, parfois, c'est vrai que on peut se lasser de certaines choses, ou on peut ne pas toujours être motivé, se dire, moi, allez, je la ferai demain, Ouais. puis tu vois, on procrastine de plus en plus. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des repères pour Ouais. pouvoir voir un peu ses progrès. Tout à Donc fait. tout bêtement, de se dire, si on a des escaliers, ou s'il y a... en fonction d'où on habite, on peut avoir un terrain qui est plus ou moins plat. Ouais. De prendre des repères sur des choses, soit qu'on a l'habitude de faire, soit... Je sais pas, si on prend les escaliers, ça pourrait être se dire, j'essaye de monter le plus d'escaliers possible. Ouais, exactement. Et je vois où j'arrive. Et puis après, dans un mois, je me reteste, en fait, pour voir un peu où on en est et se donner aussi l'envie de progresser et Exactement. de se voir progresser, en fait, tout simplement. Ouais, et tu as raison, tu vois, c'est pour ça que moi, je trouve que de miser sur le quotidien, tu vois, la perception d'où on en est, d'où on va, etc. Et tu vois, même le renforcement musculaire, c'est un très bon exemple. Juste les escaliers, en fait, tu vas travailler, évidemment, tu vas être essoufflé, donc c'est bien pour ton cardio, mais tu vas largement travailler tes muscles, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Souvent, on a l'impression de faire, faut que je fasse endurance, faut que je fasse musculaire, mais en gros... tu sollicites quand même ton système cardiovasculaire, pulmonaire et musculaire un peu tout le temps, quoi, tu vois, dans ton activité physique. Donc, c'est sûr, c'est bien des fois de la cibler, de vraiment faire... mais si tu fais déjà de dire, je vais faire des escaliers partout dans mon quotidien, tu renforces tes muscles, au moins tu les maintiens en forme, quoi, tu vois. Tout le temps dans mon quotidien, je prends les escaliers, tu vois. Déjà, si tu te dis ça, c'est un petit truc, c'est un petit truc, mais c'est significatif, quoi, tu vois. Tu vas travailler tes muscles, tu vas travailler ton renforcement musculaire, que tu ailles, peu importe, que tu prennes les transports en commun, que tu ailles malheureusement à l'hôpital, tu vas pas prendre les ascenseurs, tu vas prendre les escaliers si tu peux, partout, quoi. Tu vois, déjà, juste de dire, je vais changer ça dans mon quotidien, ça peut faire une différence, et d'autant plus chez les personnes âgées où c'est un effort significatif, quoi, tu vois. Ça peut être significatif, en tout cas. Oui. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est super intéressant. Et qui peut éviter en plus, parce que là, on parle depuis tout à l'heure de l'intérêt de s'y mettre, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête pourquoi c'est si important. C'est aussi parce que moins on se sent à l'aise avec son corps ou même avec sa tête, mais peu importe, moins on se sent à l'aise tout court, plus on développe un peu des appréhensions, des craintes, que ce soit directement lié à la pratique ou que ce soit lié à l'environnement dans lequel on vit. Si on est en ville, sortir dehors, ça peut faire peur, les trottoirs, les voitures, l'équilibre. Je marche sur un trottoir, je me tourne pour regarder une voiture, ça peut me faire perdre aussi un peu au niveau de l'équilibre. Donc il y a tout un tas de choses qui s'installent, puis petit à petit, si je me sens moins à l'aise, je vais moins aller vers les autres. Et c'est une cascade un peu de choses qui s'en suivent. C'est ça. C'est vraiment pour limiter ça un maximum. Et si on commence à aller là-dedans, eh bien, la chute n'est pas assurée non plus. C'est-à-dire qu'on peut aussi essayer d'inverser un petit peu cette tendance-là. Ça, c'est sûr. En fait, et notamment, ça, c'est un message vachement important, je pense, sur les plus âgés. Alors,
malheureusement, voilà, on a plus de chances d'avoir des maladies chroniques avec l'avancée en âge. Bon, ça, c'est comme ça. Et en fait, on a tout, même plus jeune, mais particulièrement chez les plus âgés, voilà, si par exemple on est diagnostiqué d'un cancer, évidemment qu'il va falloir adapter un petit peu son quotidien, tu vois. Et il peut y avoir des vagues. Le but du jeu, c'est de limiter cette vague autant que possible et après essayer de remonter où on était initialement, tu vois. Ça, c'est vraiment clé de ne pas non plus toujours culpabiliser les gens. De toute façon, mais, c'est pas moi qui le dis, mais 95% de la population adulte est soit trop inactive, soit trop inactive, soit trop sédentaire. Donc de toute façon, on a tous du mal à le faire. Et donc si en plus, si on a chuté ou si on est diagnostiqué d'un cancer, évidemment qu'il va falloir adapter et que le but du jeu, c'est et c'est pour ça que si déjà tu as bien prévenu, tu vois, si tu es déjà plus en bonne condition physique et que tu vas être face à un stress de ce type-là, bah, tu vas être plus à même de lutter contre ce stress et de remonter beaucoup plus rapidement à ton niveau de base, quoi, tu vois. Donc, mais ça arrive, c'est pas une fatalité du tout, quoi, pas du tout. Ouais, au contraire. Et je trouve que c'est un beau message que tu transmets parce que ça peut être vite culpabilisant. Et en plus de ça, comment dire, mal vécu de se dire, ben là, il y a peut-être des personnes qui écoutent ou qui seront concernées par ce qu'on est en train de dire, qui sont pas du tout en forme physique, qui sont pas du tout en capacité de faire tout ce qu'elles aimeraient faire. Mais ton message, il est bon dans le sens où t'encourages quand même à le faire parce que on peut regagner un peu des choses, en fait. Et on peut toujours regagner un peu. Exactement. Faut pas viser les capacités qu'on avait à 20 ans, mais Exactement. les capacités nécessaires pour le quotidien, c'est ça qui est important. C'est ça. Donc là, on arrive à la toute fin de l'épisode. Et je pense que... Donc c'est sûr que la majorité, comme je le disais au tout début de l'épisode, la majorité des auditeurs, vous n'êtes peut-être pas directement concernés par, on va dire, le vieillissement. Vous n'êtes peut-être pas une personne âgée directement, mais on a un rôle à jouer auprès des autres. Et on a un rôle à jouer peut-être auprès de notre entourage. Et j'aimerais qu'on termine un peu là-dessus, sur ce rôle-là qu'on a. D'autant plus que je pense que c'est encore très ancré. Et je le dis en même temps, je pense au livre que j'étais en train de lire hier soir, où dans une des phrases, on va dire dans le discours, dans le dialogue entre les personnages, il y avait à un moment donné « Non mais maman, repose-toi ». En fait, c'était une dame peut-être de la cinquantaine qui s'adressait à sa mère de 70, 80 ans et qui lui disait de se reposer. Et en même temps, dans les personnages, il y en a un autre qui disait qu'en fait, elle n'avait pas forcément d'incapacité à se lever, en fait. Et c'était assez intéressant d'entendre ça parce que je pense que c'est assez représentatif de la société et on a tendance à freiner avec une bonne intention derrière, mais on le fait et on le fait un peu trop. Et donc c'est peut-être bien de revenir, pour terminer, sur le rôle qu'on a, sur cette posture-là, non pas de vouloir freiner, mais plutôt de vouloir susciter un peu le mouvement, d'encourager un petit peu le mouvement. Voilà, je sais pas comment est-ce que toi t'aimerais conclure là-dessus, comment est-ce que t'aimerais... Moi je suis tout à fait d'accord en fait. Le paradigme commence à changer, on va dire, dans le milieu médical, etc. Mais au niveau de la réalité des gens, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à dire à nos grands-parents de se reposer, que c'est normal, ils sont âgés, ils sont plus fatigués. Mais en fait, autant que possible, faut faire l'inverse, quoi, promouvoir l'activité physique. En fait, il faut que chacun, à sa manière, en tout cas, soit promoteur d'activité physique auprès de notre population qu'on a ciblée aujourd'hui. Voilà, je pense que chacun a un rôle à jouer, d'autant plus voilà, si c'est notre famille ou si c'est un entourage voilà, qu'on côtoie régulièrement. Il faut qu'on soit tous promoteurs de l'activité physique, mais adapté voilà, aux capacités de notre entourage. Par exemple, tu vois, il faut avoir comme c'est bien d'être vigilant, tu vois, sur certains signes. Par exemple, si on voit que notre grand-mère, elle commence à avoir quelques difficultés au niveau de son équilibre, c'est bien d'être vigilant par rapport à ça et peut-être lui en parler, voilà, la questionner par rapport à ça. Est-ce qu'elle sent, elle aussi, que voilà, son équilibre est un petit peu moins bon? Est-ce qu'elle aimerait peut-être travailler un petit peu son équilibre et de quelle manière? C'est vraiment intéressant aussi de ne pas hésiter à questionner là-dessus. Il n'y a pas de...
voilà, il n'y a pas de souci à questionner par rapport à ça. Et au contraire, c'est plutôt une approche bienveillante de se dire, ok, j'ai repéré ça. Est-ce qu'on peut essayer de renforcer l'équilibre chez ma grand-mère, par exemple. Et après, dès que j'ai repéré ça, en discuter, voir un petit peu ce qu'elle ressent par rapport à ça, et voir si elle serait peut-être elle serait volontaire pour participer peut-être à un groupe, tu vois, une association de la ville, aller se renseigner s'il y a des associations en ville qui permettent de proposer des programmes par exemple, autour du renforcement de l'équilibre, tu vois. Ou est-ce qu'elle se sentirait de faire quelques exercices par elle-même ou accompagnée d'une personne, de moi-même ou d'une autre personne, faire quelques exercices dans son quotidien, un petit peu comme je disais, tu vois, d'ajouter une petite routine dans son quotidien, de quelques exercices. Alors là, pour l'équilibre en sécurité, il y a des choses à faire, évidemment, de toujours faire des exercices en sécurité, mais tu vois, je pense que c'est important déjà d'être toujours dans une volonté de promouvoir l'activité physique, d'aller questionner sur les potentielles difficultés physiques que notre entourage peut rencontrer, et après lui proposer des ressources, vraiment essayer de faire le lien, quoi, tu vois, si nécessaire. Mais de questionner, j'aime bien. Et de questionner, voilà, c'est ça. De ne pas culpabiliser Exactement. la personne en lui pointant du doigt voilà, toutes c'est ça. ses incapacités. J'ai vu ça, et il faut que tu fasses ça. En général, ça ne marche pas beaucoup, le il faut. C'est plutôt de suggérer des choses, et plutôt d'aller se renseigner s'il existe des alternatives, ou lui proposer quelques exercices tout simples qu'on peut trouver, comme je disais, de manière assez simple, de se tenir sur un pied si possible, un pied devant l'autre, faire une petite routine d'exercice d'équilibre en sécurité. C'est faisable. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et à minima de ne pas jouer le rôle d'encourager la sédentarité, et du mieux possible de promouvoir l'activité physique. Oui, tout à fait. Merci pour ce mot de la fin. Je ne sais pas si tu avais une dernière chose à partager ou un dernier conseil, ou si pour toi, là, tu es satisfait de l'ensemble. Non, après, il y a plein de ressources qui existent. Essayez de trouver des sites assez fiables. Il y a le site du bienvieillir.fr qui a plein de ressources. Le livre dont je parlais de Frédéric Chorin sur l'activité physique et vieillissement, qui sont des très bonnes ressources qui nous permettent d'approfondir un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui, ou trouver des ressources clés pour... des fois, il y a des guides d'activité physique qui existent sur ces sites dont j'ai cité, comme bienvieillir.fr. Il y a des choses qui existent, qui sont bien faites, et qui peuvent permettre de promouvoir l'activité physique. Et auprès de... si on est concerné, aller voir ces ressources. Et si c'est notre entourage qui est concerné, leur proposer aussi ces ressources. Leur communiquer, tout simplement. Ouais. Tout comme vous pouvez communiquer l'épisode à ces personnes-là, évidemment, ou leur faire écouter parce qu'effectivement, quand transmettre l'information, c'est bien, mais parfois de l'entendre soi-même, c'est encore mieux, ou c'est, on va dire, différent. Ça impacte de manière différente. En tout cas, je te remercie beaucoup, Baptiste, d'avoir pris ce temps-là pour répondre à toutes ces questions, et toujours de mêler un petit peu le côté théorique au côté pratique, puisqu'on voit bien qu'il y a un décalage quand même entre ce qui peut être énoncé dans la littérature et à quel point c'est facile de le mettre en place dans le quotidien de tout un chacun. Donc, on a essayé de balayer un maximum de choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va conclure l'épisode de cette manière. Et puis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager un maximum, sur YouTube, à le liker, bien entendu, ça le rend un petit peu plus visible, et sur les applications de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Mettez une bonne note pour justement faire parler un petit peu de ce podcast qui vous incite à bouger au quotidien. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais mettre aussi les coordonnées de Baptiste, là où on pourra peut-être le joindre, ça peut être sur LinkedIn, peu importe. En tout cas, je vous mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Merci à tous, belle journée et à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !